nombre de facteurs socio-économiques, en plus des différences physiologiques, exposent les femmes à une vulnérabilité accrue à l'infection par le VIH. Cependant, nous remarquons que la transmission mère-enfant, également appelée transmission verticale, a considérablement diminué en raison des politiques de dépistage prénatal et des mesures visant à fournir un traitement afin de réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Eh bien, merci pour votre intervention, Madame Gouet. Nous allons maintenant écouter votre consoeur, Madame Chénivigier, qui va nous parler des maladies opportunistes que peuvent affecter les patients sidéens. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Le sida se caractérise par un affaiblissement du système immunitaire qui entraîne l'apparition de maladies dites opportunistes. Ces maladies affectent notamment les voies respiratoires comme la pneumocytose ou neurologiques comme la toxoplasmose cérébrale. La pneumocytose est une infection qui s'attaque aux voies respiratoires. Elle est due à un champignon, Pneumocystis jirovecii. Elle est dite opportuniste car elle ne se développe que chez les patients immunodéprimés. C'est l'infection opportuniste liée au VIH la plus fréquente dans les pays industrialisés. Chez les patients atteints du sida, la localisation peut également être extrapulmonaire en raison d'une dissémination du micro-organisme par voie sanguine. La rate est la plus souvent atteinte, mais tous les organes peuvent être concernés, notamment le foie, la moelle, la thyroïde, la rétine, etc. La maladie s'installe très progressivement. Une toux sèche associée à une fièvre sont habituellement les premiers symptômes. Dans un second temps, il y a une aggravation de l'infection caractérisée par une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement, et une asthénie, c'est-à-dire une fatigue. En l'absence de traitement, une insuffisance respiratoire aiguë mortelle s'installe également très rapidement. La toxoplasmose est également très présente chez les patients atteints du VIH. C'est une infection par un parasite protozoaire intracellulaire strict, Toxoplasma gondii. Il provient des selles du chat qui contaminent ensuite l'environnement. Les animaux de la ferme peuvent être contaminés au contact de ces selles. Chez l'homme, la contamination se fait soit au contact avec les selles, soit par les aliments du potager contaminés par ces selles, ou encore par ingestion de viande contaminée. Cela entraîne une attaque du système immunitaire. Le parasite se multiplie, colonise le sang et les différents organes. La réponse immunitaire contrôle l'évolution du parasite par formation de kystes, notamment dans l'œil, le cerveau, les muscles, les poumons, c'est-à-dire aux endroits où le système immunitaire est le moins fort. Cette infection est la plus souvent bénigne, sauf chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le parasite est bloqué tant que le système immunitaire est efficient. Lorsqu'il est diminué, la toxoplasmose peut être foudroyante et le patient peut décéder en 48 heures. Les immunodéprimés sont donc des personnes à risque. L'immunodéficience entraîne un réveil des parasites et peut entraîner une toxoplasmose cérébrale. La toxoplasmose cérébrale est la principale infection opportuniste du système nerveux central lors de l'infection par le VIH. Chez les personnes immunodéprimées, la toxoplasmose se traduit par de la fièvre, des céphalées, un syndrome neurologique déficitaire, parfois des convulsions et des troubles de la conscience. Eh bien, merci à vous pour ces informations. Gardez bien en tête ces pathologies car elles seront abordées un peu plus tard à travers des témoignages. Et maintenant, nous allons vous faire part d'une interview faite auprès de deux experts. On vous présente tout d'abord le médecin de l'INRS, M. Martini. Nous lui avons posé la question suivante. Quels sont les différents professionnels impliqués auprès des patients sidéens? Alors bonjour, je me présente, Dr Martini de l'INRS. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler des différents professionnels et bénévoles qui sont impliqués dans le traitement, mais également qui rentrent en contact avec des personnes qui sont porteuses du VIH. Il y a divers milieux qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, nous avons le milieu associatif, où les membres peuvent être porteurs du VIH ou bien être en contact direct avec les personnes atteintes de cette maladie, à travers des manifestations publiques, lors de réunions ou bien de manière indirecte via différents outils de communication tels que les réseaux sociaux. Les différentes associations que nous pouvons citer sont ARCAT, qui signifie Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès au traitement. Elle a pour but d'améliorer les conditions de vie et la transmission d'informations sur le VIH. TRT5, qui est un collectif interassociatif pour le traitement et la recherche thérapeutique qui regroupe 9 associations. Celui-ci a pour but de défendre les droits des personnes atteintes du VIH et de les informer sur les avancées des recherches et des traitements. Ensuite, nous avons le milieu médical, où les différents professionnels peuvent être en contact avec des personnes atteintes lors de leur prise en charge. On peut trouver comme personnel soignant les massokinésithérapeutes, les infirmiers et aides-soignants qui ont nécessité de se munir de protection face à une éventuelle contamination, les médecins et laborantins qui font des prélèvements pour détecter la présence du virus et donc qui manipulent des échantillons possiblement infectieux. De plus, nous avons le milieu administratif, avec la mise en place d'agences, de plans et de programmes afin de lutter contre les maladies
infectieuses telles que le VIH. Notamment l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui a pour but de financer et de coordonner la recherche sur le VIH, l'INVS, qui donne des informations annuelles sur les recherches, sur les chiffres concernant le VIH en France, l'HAS et la NSM, donc l'Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui vont valider et s'assurer de la sécurité du médicament qui est mis à disposition pour le patient sidéen, et Santé publique France, qui est un institut national français qui a pour but de mettre en œuvre le financement d'associations ainsi que d'organiser et réaliser des campagnes de prévention pour le VIH. Merci beaucoup, Monsieur Martini, pour vos explications. Donc, grâce à vous, on se rend bien compte qu'il existe un véritable réseau de professionnels, finalement de divers domaines, impliqués auprès de patients porteurs du VIH. Mais finalement, quels sont les risques liés à la prise en charge de ces patients? Pour cela, nous avons posé cette question au médecin de santé publique, Madame Parizeau. Bonjour, Madame Parizeau. Donc, bonjour Nikos, bonjour Sandrine. Donc, effectivement, je suis médecin en santé publique de l'INRS. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous informer et vous former sur les risques professionnels que l'on peut rencontrer lors d'une prise en charge. Il est important d'en avoir conscience pour garantir la sécurité de tous. Donc, tout d'abord, les AES, accidents exposant au sang, qu'est-ce que c'est? Donc, d'après l'arrêté de 2013, c'est tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée, piqûre, coupure, soit une projection sur une muqueuse comme l'œil ou sur une peau lésée. Ils font partie des risques biologiques. L'INRS propose donc une conduite à tenir lorsqu'un AES a eu lieu. Elle consiste en la réalisation des premiers soins d'urgence dans l'immédiat. On y retrouve notamment le rinçage abondant de la plaie tout en prenant en compte la nature du contact par coupure, piqûre ou par projection. Puis on va demander dans l'heure qui suit un avis médical avec comme but d'évaluer le risque infectieux, en particulier du VIH, et mettre en place si besoin un traitement post-exposition et ce le plus vite possible. La dernière étape consistera en la déclaration de cet accident du travail à son entourage, sa hiérarchie, son médecin du travail pour éviter que cela ne se reproduise. La conduite à tenir après un AES doit être connue de tous les professionnels pouvant y être potentiellement exposés. Il faut savoir comment réagir et ce dans les plus brefs délais pour assurer sa sécurité ainsi que celle de son entourage, en particulier dans le cadre du VIH qui est un agent infectieux et transmissible. Malheureusement, une enquête de 1996 menée au CHU de Nancy sur le comportement du personnel vis-à-vis du risque de contamination par le VIH témoigne que les méthodes de désinfection préconisées sont suivies dans 98% des cas d'AES, mais que la déclaration de ces accidents est beaucoup plus aléatoire et non systématique pour tout le monde. Parlons maintenant de prévention, car il vaut mieux prévenir que guérir. Un risque d'infection se fait selon une chaîne de transmission qui passe par la source de l'infection, les modes de transmission, puis le travailleur exposé. Le but de la démarche de prévention étant de rompre cette chaîne le plus en amont possible. Pour illustrer cette démarche, revenons-en à nos AES. Dans ce cas, on commencera par agir sur le réservoir en empêchant sa constitution par le respect de précautions standards ou encore le prélèvement de sang. Puis on détruira le réservoir de l'AES avec une prise en charge médicale de la personne infectée. Par la suite, on agira sur le mode de transmission en utilisant du matériel de sécurité accompagné de mesures d'hygiène comme le non-recapuchonnage des aiguilles à deux mains. Puis on interviendra au niveau du salarié avec les mesures d'hygiène individuelles, la vaccination contre l'hépatite B ou encore le traitement post-exposition si nécessaire. Cette démarche de prévention se termine par une étape indispensable, celle de l'information sur les risques qu'on encourt et de la formation du personnel sur la façon de se protéger. De plus, la relation interprofessionnelle dans le système de santé apporte une efficacité optimale de ces actions de prévention. Eh bien, merci à vous d'avoir informé nos téléspectateurs. Grâce à vous, on se rend bien compte que c'est la mise en place d'actions combinées qui permettra de diminuer les risques liés à la prise en charge et donc de garantir une sécurité optimale à la fois des patients mais aussi des professionnels. Donc maintenant, chers téléspectateurs, plongeons-nous dans l'histoire d'un patient atteint du sida et d'une maladie opportuniste qui a accepté de nous livrer son témoignage. Bonjour Charlie et merci d'être avec nous. Bonjour Sandrine, effectivement, moi c'est Charlie. Pour la petite histoire, moi j'étais le chanteur du groupe Kinerol et ça fait 10 ans que je suis malade. Comment j'ai chopé? Histoire classique des gars comme moi. On pense que ça s'est passé lors d'une tournée aux États-Unis. À l'époque, je fréquentais des gens assez peu recommandables. Vous connaissez le milieu du showbiz, hein. Sex, drug and rock and roll. À l'époque, j'étais naïf et je faisais pas toujours attention. Eh bien, merci à vous Charlie de vous être présenté aux téléspectateurs. On peut alors se demander quel a été l'impact de votre maladie sur votre quotidien. Et pour répondre à cette question, Monsieur Vérébi, kinésithérapeute, va nous apporter des informations à ce sujet. Bonjour Monsieur Vérébi.
Oui, bonjour Nikos, bonjour Sandrine. Donc moi je me présente, je suis Monsieur Verbi, kinésithérapeute. Et si je suis là avec Charlie, bon, c'est pas pour parler de ses meilleurs couplets, hein, mais c'est plutôt pour évoquer la partie de son BDK concernant ses déficiences, ses limitations d'activité, ses restrictions de participation. Donc bonjour Charlie. Bonjour. La chose que vous avez évoquée en premier, c'est votre profession, qui est également votre passion, j'imagine. Mais quelles ont été les premières conséquences de votre pathologie envers cette dernière? Il faut savoir que j'ai fait la connaissance de mon démon, le VIH, en plein milieu d'un concert. J'étais au milieu de mon solo, et tout d'un coup, je me suis senti super mal, et j'arrivais plus à respirer. J'ai perdu ma voix. On a dû arrêter le show. Plus tard, le docteur m'a annoncé que j'étais séropositif, et que j'étais en plus atteint de pneumocystose. Et depuis, ça pourrit la vie. Je vois votre histoire est plutôt intéressante, et ce qui me permet de rappeler ce qui avait été dit par Madame Chenier-Léger, c'est qu'une des conséquences de la pneumocytose, c'est la dyspnée, qui va provoquer un essoufflement, d'où vos difficultés à chanter depuis. Ouais, exactement. C'était tellement difficile que j'ai dû mettre ma carrière en pause. Depuis, du coup, je me suis reconverti en tant que producteur du groupe. Vous avez une histoire qui est plutôt riche, on voit ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce dont vous nous parlez, ça correspond à des limitations d'activité. Le fait de ne plus pouvoir chanter, de crier ou de sauter dans une foule en délire. Mais surtout, ça amène à une restriction de participation professionnelle, car votre métier nécessite de faire tout ça. Mais vous avez également apporté un élément qui lui est aussi intéressant, c'est l'adaptation vis-à-vis de votre pathologie, ce qui a abouti à votre reconversion. Ouais. Mais est-ce qu'en plus de ça, autre chose a été impactée dans votre vie, comme la pratique d'un sport? Bah, c'est sûr que pour garder la forme pour les concerts, je courais pas mal. Et depuis, vu que j'ai du mal à respirer, j'ai dû m'arrêter. Avec ce que vous dites, on voit bien que la pathologie, ça ne va pas être une simple histoire de positif ou négatif, et qu'en tant que personne, ça vous affecte sur tous les plans. Mais heureusement, vous avez eu des traitements, d'une part médicamenteux, certes, mais d'autre part aussi par la kinésithérapie, j'imagine. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Heureusement que je l'ai, ma kiné. Hein. Sans elle, j'arriverais beaucoup moins à respirer au quotidien. Eh bien justement, nous avons invité la kinésithérapeute de Monsieur Serre sur le plateau et qui va nous parler de la pneumocystose et de la prise en charge qu'elle a avec Charlie. Bonjour Madame Wendling. Bonjour Sandrine, bonjour Nikos, merci de m'inviter sur votre plateau. Comme vous l'avez évoqué, je suis la kinésithérapeute de Monsieur Serre depuis plusieurs années, atteint de la pneumocystose développée suite au stade SIDA. Comme vous l'avez compris, les dyspnées engendrées par cette infection restreignent mon patient dans son activité professionnelle et je suis sûre que vous adorerez l'entendre chanter. Je reçois Monsieur Serre au cabinet 3 fois par semaine. Au cours des séances, différentes techniques sont mises en œuvre dans le but de diminuer ses difficultés respiratoires. Une fois par mois, nous réalisons un aérosol de pentacarinate en utilisant un nébuliseur à jet Respigard 2 à usage unique. Il comprend 2 valves inspiratoires, une valve expiratoire, un filtre et un embout buccal. Cette thérapie permet l'administration du médicament à inhaler sous forme d'aérosol directement sur le site thérapeutique, les poumons. En général, le protocole dure 30 minutes jusqu'à assèchement du réservoir. Il est coupé en 5 fois 5 minutes où le patient changera de position. Cependant, ce type de traitement peut déclencher des bronchospasmes, en particulier chez les patients ayant des antécédents de tabagisme ou d'asthme, comme Monsieur Serre. Ouais. Pour prévenir ces effets secondaires, il est conseillé d'inhaler 2 bouffées de ventoline 10 minutes avant le protocole. Dans un même temps, nous devons contrôler la respiration abdomino-diaphragmatique, ce qui me permet d'enchaîner sur une petite vidéo qu'on a réalisée au cabinet avec Monsieur Serre. Et pour plus de fun, je vous conseille de le faire à la maison avec nous. Donc, un petit check Covid. Ensuite, on va installer notre patient en position de confort. Ici, en position semi-assise. Ensuite, on place une main sur la paroi abdominale et une sur la cage thoracique supérieure. Cet exercice consiste à effectuer des inspirations par le nez en gonflant le ventre. On veille bien à ce que le patient ne bombe pas le torse, ce qui signifierait une respiration thoracique supérieure. Et ensuite, on expire par la bouche tout en rentrant le ventre. On recommence l'exercice plusieurs fois tout en respectant les capacités du patient. La durée est variable, elle ne dépassera pas 20 minutes avec des pauses si nécessaire. Comme vous le voyez, Monsieur Serre, un expert. Cet exercice est à la portée de tout le monde, donc pas d'excuses pour le faire chez vous, à vous de jouer. Eh bien, merci pour vos informations claires et explicites et puis surtout pour cette petite vidéo démonstrative. Et maintenant, nous allons retourner vers Monsieur Verelli qui va nous apporter de nouvelles informations encore une fois. On vous écoute.
Oui, une des choses qui me paraissait importante à rappeler, c'était dans la prise en charge des patients séropositifs, c'était les caractéristiques et les priorités de cette dernière. J'ai pris cette étude donc, où des professionnels de leur éducation ont participé, qui rapportent plusieurs choses. Première chose, le fait que la notion médicale, qui est plutôt classique dans une prise en charge, les soins devraient plus laisser place à une notion plus sociale. Par exemple, entendre s'intéresser à des choses plus globales comme l'environnement. Une seconde chose, c'est que les personnes séropositives ont des symptômes qui sont très variables de manière quantitative et qualitative. C'est-à-dire que les prises en charge en deviennent un peu plus compliquées. Il faudra du jour au lendemain, on ne va peut-être pas avoir la même prise en charge, mais ça peut être intéressant, parce que les professionnels de leur éducation ont une possibilité d'adaptation, une possibilité d'avoir des prises en charge flexibles, et ça colle bien justement avec cette même rééducation. Et enfin, concernant les traitements, les professionnels de cette étude se sont aperçus que le VIH avait des comorbidités qui au final, avec les connaissances de base des kinésithérapeutes, faisaient qu'on pouvait réaliser une prise en charge qui était correcte. Donc, on voit bien que la faculté d'adaptation des thérapeutes ne va pas transformer le VIH en rempart à la rééducation. Eh bien, merci à tous. J'espère que ce témoignage et toutes les explications apportées par nos experts vous ont aidé à visualiser une véritable prise en charge de kinésithérapie respiratoire. Chers téléspectateurs, restez avec nous, il n'y aura pas de pub, car aujourd'hui nous avons un autre patient avec nous sur le plateau, elle aussi atteinte du sida. Bonjour René, merci d'être avec nous et de nous faire part de votre histoire. Oui, bonjour, désolé pour le retard, les vieilles habitudes, qu'est-ce que vous voulez quand on travaille 30 ans pour la SNCF. Oui, donc moi c'est René, 54 ans, célibataire, si ça en intéresse quelques-uns, je vous laisserai mes réseaux. Effectivement, moi j'ai conduit des trains toute ma vie, et puis donc on m'a invité ce soir sur le plateau de 50 Sinsay, pour que je vous cause un peu de mon combat contre à la fois le VIH, mais également contre la toxoplasmose. Bonjour René, première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous êtes-vous rendu compte que vous êtes infecté par la toxoplasmose? Alors, la toxo, moi en fait, si vous voulez, comme 70% des Français, j'ai déjà été touchée par la toxoplasmose, mais sans m'en rendre compte. Et au final, c'est en développant le stade SIDA, avec le VIH, que les kystes que j'avais déjà se sont réactivés. Et donc, pour ma part, ça s'est fait vraiment au niveau du cerveau. Donc, si vous voulez, moi j'ai commencé peu à peu à perdre la vision. Donc, au début, c'était quelque chose d'assez léger. Je me suis pas vraiment inquiétée, vous voyez. Et figurez-vous que c'est en parlant avec ma kiné que on a été mis sur la piste. Elle m'a dit René, là tu vois plus très clair, tu ferais bien d'aller faire un test. Donc, ce que j'ai fait. Et puis dans le mille, c'était ça. Bon, on peut dire qu'il y a eu compas dans l'œil, mais est-ce que la vision est le seul trouble que vous avez eu? Alors non, effectivement, j'ai ensuite développé une comment qu'on appelle ça, une hémiplégie, donc paralysie de toute ma jambe droite. Vous voyez, ça, René, c'est ce qu'on peut appeler comme vos déficiences, mais c'est plus qu'un simple mot. Ce sont des choses qui ont un réel impact dans notre vie. Mais commençons par le trouble du champ visuel. Au-delà du fait de ne plus pouvoir exercer votre métier, qu'est-ce que ce trouble a changé pour vous? Alors, effectivement, comme vous dites si bien, ma profession a été impactée, ça je peux pas vous le cacher. Enfin, je voyais plus clair, donc je ne pouvais plus conduire. Et puis également, dans ma vie de tous les jours, j'ai eu besoin d'une tierce personne pour m'aider, quotidiennement avec moi pour les tâches les plus bêtes, s'habiller, faire les courses, etc., ce genre de choses. Pour rebondir sur ce que vous dites, René, c'est ce qu'on va appeler les restrictions de participation. Ce que vous avez évoqué, on pourrait qualifier de social, voire domestique, celle qui concernait à la maison, mais sans oublier celle dite professionnelle, par le fait que vous ne pouvez plus exercer votre métier. Mais j'ai cru comprendre que vous avez également une hémiplégie. Alors oui, effectivement, donc ça a commencé par les troubles de la vision, comme je l'ai dit. Ça s'est estompé au fur et à mesure, donc je me suis cru tranquille, et puis non, rebelote, la partie droite de ma jambe qui se paralysait. Donc, qu'est-ce que vous voulez, on s'adapte, on s'adapte. On aurait pu dire que vous y voyez plus clair, mais en quoi cela a eu un impact dans votre quotidien? Alors, comment que ça m'a impacté? Je ne pouvais plus marcher. Enfin, au début, je marchais, mais pas correctement, si vous voyez. Et puis après, je ne pouvais plus du tout marcher. J'étais complètement... J'imagine que vous avez eu un fauteuil.
m'en parlez pas. Bon, alors là, un calvaire, le fauteuil, non, pour le coup, j'ai quand même été bien aidée par ma kiné, hein, parce que c'est elle qui s'en est chargée de A à Z, hein, la prescription, j'ai eu le droit de choisir la couleur du bolide, les pneus également, hein, donc, mais maintenant que j'en suis libérée, j'en suis quand même bien content. Ah, ça, je vous le cache pas. Bon, maintenant, ça roule pour vous, hein. Mais en quoi la façon de marcher a changé des choses pour vous une fois que vous avez pu pleinement utiliser vos jambes? Alors, moi, ça a été une libération. Ça a un changement du tout au tout. J'ai pu retrouver mon autonomie. Hein, j'étais chez moi, je pouvais me mettre debout. Je pouvais donc, je pouvais atteindre mes étagères, bricoler. Moi, je suis un bricolo, hein, donc je touche à tout. Donc, vous voyez, ce genre de choses, et j'ai pu refaire, et donc c'était vraiment une libération. Oh bah, quel bout en train. Oui, et pourtant, il ne faut pas croire, hein, parce que le chemin pour en arriver là, quand même, était pas toujours simple. Je dirais même que ça a été compliqué. Hein, j'ai dû enchaîner les séances de kiné. Le moral n'est pas forcément toujours là. Hein, ça, je tiens à le préciser quand même. Que, au contraire, ma kiné, elle, a toujours été là pour moi, toujours été présente. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, j'aimerais la remercier du fond du cœur. Eh bien, merci pour vos explications et puis pour ce petit échange. Et comme pour Monsieur Serre, nous avons aussi invité la kinésithérapeute de René, Madame Crancé. Et justement, Madame Crancé, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulent les séances de René et s'il existe des séances types de prise en charge pour les patients sidéens? D'abord, bonjour Nikos, bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent cette émission. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité en cette journée spéciale. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de prise en charge type pour des patients sidéens. En effet, la prise en charge par le kinésithérapeute va dépendre surtout de la maladie opportuniste contractée par le patient. Donc ici, nous allons plus prendre l'exemple de la rééducation pour la toxoplasmose, puisque vous avez invité mon patient René. Donc, il faut savoir que cette infection peut provoquer des abcès cérébraux diffus. Donc, ces abcès toxoplasmiques peuvent générer différents troubles chez le patient, tel un déficit de la commande musculaire volontaire, des troubles de l'équilibre qui vont conduire à une difficulté au niveau de la marche, ou bien encore des états de fatigue prolongée, donc ce qui est le cas chez René. Et il faut bien comprendre que ces déficiences sont très très handicapantes au niveau du quotidien et réduisent de manière significative l'autonomie finalement du patient. Donc dans la prise en charge, au début, nous allons commencer par un bilan. Eh bien justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs et à nous comment se présente et comment fonctionne ce bilan? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc il faut savoir que le bilan regroupe plusieurs informations. Donc par exemple, tout d'abord, nous pouvons avoir des informations entre guillemets générales, hein, plus sur le dossier du patient, donc la présentation du patient, l'histoire de la maladie, voilà, les antécédents, s'il y a eu des antécédents avant, les traitements médicamenteux. Le projet du patient, c'est très important pour pouvoir après construire la rééducation autour de ce qu'attend le patient et ce qu'il est en mesure de faire selon les capacités qu'il a. Il y aura aussi des annotations sur des observations qu'on va faire, par exemple sur l'attitude spontanée du patient. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'attitude spontanée du patient? Eh bien, c'est par exemple comment René se tient debout, comment elle se tient dans son fauteuil. Il y a encore le bilan cutané, trophique et circulatoire. Le bilan algique, donc ce qu'on appelle bilan algique, c'est l'évaluation de la douleur. Donc on peut utiliser différents moyens comme l'échelle visuelle analogique, EVA, donc avec un système de numérique avec 0 et 10 par rapport à la douleur. Donc très important pour pouvoir construire la séance et ne pas mettre justement en situation d'échec le patient à cause d'une douleur. Il faut comprendre qu'il faut toujours le tirer vers le haut, le patient. Il y a aussi un bilan orthopédique, donc on va mesurer les amplitudes articulaires pour voir s'il y a des déficiences ou pas, et aussi pour voir l'évolution du patient. C'est très important, ça permet au kiné d'avoir une trace objective de l'évolution du patient. Nous aurons aussi un bilan des troubles neurologiques, donc on va s'intéresser par exemple au système, à la sémiologie ici pyramidale, donc pour tout ce qui est du tonus musculaire, donc on pourra utiliser des techniques, des tests, le MFM, donc l'évaluation manuelle de la force musculaire, qui permet de coter la force d'un muscle. Après, nous aurons un bilan aussi fonctionnel, donc ce qu'on appelle fonctionnel, c'est tout ce qui est les transferts, donc entre par exemple un déplacement entre
le lit de René et son fauteuil roulant, ou bien son fauteuil roulant jusqu'à la chaise, ce qui est très important dans la vie de tous les jours et qui peut définir une autonomie ou pas. Et enfin, nous aurons un bilan psychologique, donc je ne vais pas le développer, ce sont d'autres experts qui vont le faire. Eh bien, merci pour vos informations. Et puis, j'aurais une petite question à vous poser en plus. Mais du coup, une fois que ce bilan est réalisé, qu'est-ce que vous mettez en place après celui-ci? Eh bien, une fois le bilan réalisé, nous allons mettre en place des séances qui vont traiter différentes choses. Il me semble que vous avez prévu une petite vidéo pour nous montrer les séances avec René. Oui, bien sûr. Donc ici, je vais montrer une vidéo qui reprend une séance de renforcement musculaire du coup au niveau de l'extension du genou, donc du muscle qu'on appelle le quadriceps qui se situe à la face antérieure de la cuisse. Donc voilà, j'allonge mon patient pour pouvoir plus confort. On lui fixe aussi le membre contralatéral en flexion pour fixer le bassin et éviter une compensation au niveau des lombaires. Bien sûr, avant tout, je lui montre le mouvement pour que le patient ne soit pas perdu. Après, je lui fais travailler du coup selon différents modes de contraction. Bien sûr, je privilégie le travail en course interne parce que c'est le verrouillage du genou qui m'intéresse ici pour pouvoir, qui est très important lors de la marche, le verrouillage du genou. Donc, il faut faire attention aussi à l'état de fatigue du patient qui peut être très important dans ce genre de pathologie. Donc, je vérifie bien avoir du temps de repos entre mes différentes répétitions. Donc, il faut savoir que le temps de repos doit être égal ou supérieur au temps de travail. Et puis après, du coup, je recommence. Donc, bien sûr, après, une fois que j'arrive, par exemple, à faire 2 fois parfaitement le mouvement sans fatigue, je vais augmenter le nombre de mouvements ou de séries, ou bien encore augmenter la résistance. Donc ensuite, le renforcement, nous avons travaillé l'équilibre avec René. Donc par exemple, là, je la plaçais sur la table. Donc au début, je mets toutes les aides proprioceptives et sensitivo-sensorielles utiles pour que pas avoir encore une fois une situation d'échec, qu'elle n'ait pas la pression d'échouer. Après, une fois qu'elle arrive à maintenir cette position sans avoir de déséquilibre, je peux faire des petits à-coups pour la déstabiliser finalement et la faire travailler. Après, je peux mettre sur des surfaces qui sont moins stables, donc par exemple un ballon de plein, et je réalise le même exercice. Donc voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir, moi j'aimerais bien dire c'est que les séances qu'on a réalisées ensemble, vraiment j'ai vu qu'elles m'aidaient au quotidien. Enfin, j'ai vu mon évolution et ça m'a permis d'être plus motivée. Et donc pour ça, je tiens à remercier ma kiné. C'est très important que le patient se sente bien et je pense cet élan, cette motivation pour venir en rééducation, parce que comme ça, il peut progresser et c'est très important. Donc par exemple, une fois que René a acquis cet équilibre, elle était d'ailleurs très fière et il y a de quoi, nous avons passé à la marche. Donc très important pour René qui ne supporte pas trop être dans un fauteuil roulant, ce qui en soi c'est normal quand on a une autonomie comme ça au début. Du coup, nous avons commencé par de la marche entre barres parallèles pour mettre le patient en confiance. Après, nous avons, dans un deuxième temps, fait en sorte de dérouler le pas, donc avec de la marche qu'on appelle résister, donc tout ce qui est avec déambulateur. Et dans un troisième temps, nous avons de la marche pure, donc de la marche libre, où le patient déambulera de manière libre, sans forcément de contraintes. Donc j'ai réalisé une petite vidéo d'une séance qui s'est passée il y a 3 mois avec René. Donc une séance où elle était encore entre les barres parallèles. Donc là, on la voit qu'elle est entre les barres parallèles et je lui ai mis des petits coussins pour faire des obstacles, pour rajouter plus de contraintes. Voilà. Bien sûr, le kiné doit toujours rester à côté au cas où il y a un problème, une baisse de tension parce qu'elle est habituée à être assise ou qu'elle se sente pas bien. Donc on reste là pour le mettre en confiance et après tout va bien et nous sommes aujourd'hui René va très bien et se porte merveilleusement bien.
Bien, nous remercions tous les intervenants. On peut donc voir que le kinésithérapeute a un impact important dans le quotidien du patient sidéen. Il aide à diminuer, soulager les symptômes notamment liés aux maladies opportunistes. Mais face à une maladie telle que le sida, beaucoup de patients peuvent ressentir des problèmes de motivation face à leurs soins. Il faut donc impérativement tenir compte de l'aspect psychologique du patient. Mais Nikos, dis-moi, le kinésithérapeute, il peut faire ça? Eh bien oui, Sandrine, il est important de s'intéresser sur le suivi du patient et sur la prévention qu'il peut avoir auprès de celui-ci. Donc le kinésithérapeute, on peut dire qu'il a un rôle vraiment complet sur tous les aspects du patient. Et justement, nous avons deux experts kinésithérapeutes, Madame Tap et Monsieur Mebelek, qui vont d'ailleurs nous développer ce sujet. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis aussi kinésithérapeute, personnellement spécialisé en psychologie. Et avec l'importance grandissante du modèle que l'on appelle biopsychosocial, on ne peut envisager une prise en charge sans prendre en compte l'aspect psychologique du patient porteur du VIH. Plusieurs mémoires d'un prestigieux IFMK de Lorraine ont déjà traité le sujet. Il notait effectivement que l'écoute et le dialogue sont primordiaux, notamment lors de phases comme l'annonce de la séropositivité ou la première hospitalisation, qui sont souvent des phases associées à un syndrome dépressif. Le kiné pourra également aider le patient à se réapproprier son corps, qui est souvent rejeté par celui-ci. On retrouve des témoignages évoquant ceci, je cite, « Je me suis alors enfermé dans une sorte de carapace pour éviter tout contact avec le monde extérieur. Je ne supportais pas qu'une personne me touche, je m'interdisais toute relation corporelle et sexuelle et je vivais dans un conflit permanent entre mon corps et mon esprit. J'ai rencontré un kinésithérapeute psychologue. Cette séance a été magique et très libératrice. Cette unique séance m'a littéralement débloqué psychologiquement. J'ai vraiment ressenti une guérison de l'esprit par le corps. Le kinésithérapeute a su me redonner confiance en moi. » Fin de citation. Et c'est effectivement sur ces points que nous avons un vrai rôle à jouer. Alors, par exemple, si on demande à Monsieur Serre, comment votre kiné vous aide psychologiquement dans votre quotidien? Elle m'aide beaucoup. Vous savez, je la vois plus souvent que ma mère ces derniers temps. Et avec elle, je peux parler. Et c'est un petit peu mon moment où je prends soin de ma santé dans la semaine. Je le faisais pas avant, et là, je le fais. Et oui, et c'est aussi sur ces points que l'on peut agir. Et enfin, pour d'autres patients qui, eux, sont plus atteints, on peut prendre l'exemple des soins palliatifs, le kiné peut également améliorer considérablement la qualité de vie, avec des massages, de la relaxation, du désencombrement bronchique et tout naturellement du mouvement. Le kinésithérapeute participe donc à la conservation de la dignité humaine du patient en fin de vie. Et je laisse maintenant la parole à ma consoeur, Madame Knapp. Merci Mathis. Bonjour à tous, je me présente, Madame Knapp, kinésithérapeute spécialisée dans la prévention. Donc je vais d'abord dégrossir le sujet en vous décrivant brièvement les trois types de prévention. Donc on a la prévention primaire qui vise à éviter donc la maladie. La secondaire, elle, a pour but de réduire l'importance d'un problème de santé. Et la tertiaire, où on va essayer de diminuer au maximum les complications dues à cette maladie. Il faut savoir qu'un kinésithérapeute peut agir dès sa formation en deuxième année grâce au service sanitaire instauré depuis 2018. Il peut alors se rendre dans les EHPAD, des lycées, des collèges et de multiples autres structures pour parler de problèmes de santé publique et de promotion de la santé ou ici du sida. Il est donc possible de développer auprès de la population souhaitée, donc sur le sida et ses moyens de prévention. En tant que masseur kinésithérapeute diplômé cette fois-ci, il est possible d'informer les patients sur la maladie qu'est le sida et les différentes protections contre celle-ci et son virus. Il est alors possible de disposer des affiches dans la salle d'attente ou encore dans les salles de rééducation. Au fur et à mesure de la prise en charge d'un patient, une confiance va s'installer et se mettre en place. Il est alors possible que le patient se confie sur des situations à risque ou même des demandes sur la prévention primaire de cette maladie. Le kiné va avoir un rôle important d'information et d'aide à ce moment-là. Il est également possible de repérer des comportements à risque sans que le patient ne s'en rende compte. Il est donc primordial d'informer sur l'importance des moyens de protection. Donc suite à cela, si le patient a déjà eu un comportement à risque, le masseur kinésithérapeute peut alors diriger ce dernier vers son médecin traitant qui réalisera une ordonnance pour réaliser le dépistage en laboratoire d'analyse médicale. Le patient pourra également se rendre dans un CEGID ou en pharmacie pour réaliser un autotest ou vers d'autres lieux de prévention prévus à cet effet.
Donc cela fait partie de la prévention secondaire. Enfin, donc le masseur kinésithérapeute peut agir lors de la prévention tertiaire. Lorsqu'un patient est séropositif, le suivi est important tant sur le plan psychologique, cité précédemment par mon confrère, que sur le plan de l'observance. Afin d'éviter que l'état de santé du patient ne se dégrade, l'observance de certaines trithérapies doit être de 90 à 100%. Ainsi, chez le patient hospitalisé ou non, chaque séance de kinésithérapie va être l'occasion de questionner le patient sur son observance et rappeler l'importance du traitement contre cette maladie et son virus qui permet, si l'observance est bonne bien évidemment, de vivre comme une personne non atteinte par cette maladie. Il est possible de suivre l'état d'un patient via des outils comme une fiche de suivi proposée par Madame Rohr, qui inclut l'état physique, psychologique et cognitif, ainsi que la douleur ressentie par le patient. Mais dites-moi René, est-ce que votre kiné participe au bon suivi de votre traitement? Alors oui, effectivement, donc moi, ça fait un petit moment que j'ai le VIH et donc on m'a prescrit de la trithérapie. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gélules qu'on a à avaler. Moi, je suis un peu tête en l'air, donc c'est sûr que au début, je ne prenais pas comme il fallait. Et c'est vrai que avec ma kiné, donc je suis quand même assez proche d'elle. Et c'est vrai que j'ai été assez suivie. Enfin, elle à chaque séance, à chaque fois qu'on se voyait, elle était là, elle me demandait, j'avais toujours un petit message, un petit SMS. Donc c'est vrai que effectivement, oui, j'ai eu un suivi, on peut le dire. D'accord. Merci pour votre témoignage qui prouve que le kiné a un rôle très important dans la prévention tertiaire et le suivi du patient. Eh bien, merci à nos deux experts pour cette partie très enrichissante. On se rend bien compte que le kinésithérapeute a un rôle important dans le suivi du patient, en intervenant sur les conséquences des maladies opportunistes, en s'assurant sur le suivi psychologique du patient et en réalisant un rôle de prévention. On peut donc conclure qu'il a un rôle alors complet dans la prise en charge. Chers téléspectateurs, restez encore un peu connectés avec nous. L'émission prend fin et nous avons un poster du coup à vous présenter. Le kinésithérapeute Monsieur Varzignac va nous le présenter. Oui, bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Oui, je vais vous présenter le poster qu'on a réalisé, qui reprend bien sûr le métier de la kinésithérapie, l'impact, on va dire, de la kinésithérapie chez les personnes séropositives, atteintes du VIH. Alors, comment on a construit ce poster? Quel message on a voulu faire passer? En fait, on a souhaité démontrer à travers deux pathologies, deux maladies opportunistes, qui sont la lipodystrophie et la tuberculose. On a voulu déjà démontrer le panel assez important de prise en charge possible en kinésithérapie. Alors, ces deux pathologies n'ont pas été prises au hasard non plus. En fait, on trouvait ça assez percutant de parler de tuberculose et de lipodystrophie, puisque quand on parle de VIH, on n'en vient pas tout de suite à parler de tuberculose, par exemple. Donc, c'était quelque chose qui nous paraissait très percutant, et le lien est vraiment direct. C'est pour ça que sur notre poster, on peut le voir, on retrouve aussi des images de rachis, par exemple. On peut se dire, mais pourquoi un rachis alors qu'on parle de VIH? Eh ben, parce que la tuberculose entraîne des déficiences au niveau du rachis, etc. Donc, des prises en charge possibles par la kinésithérapie. Alors, bien sûr, c'est pas la déficience première de la tuberculose, c'est des problèmes respiratoires, mais là aussi, il peut avoir une prise en charge kinésithérapique respiratoire. De l'autre côté, la lipodystrophie, on l'a choisi aussi parce que ça nous permettait aussi de voir beaucoup d'autres déficiences, puisqu'on va être sur des troubles de la répartition de la graisse, donc des prises en charge différentes, comme du massage, ou de la kiné active, ou du sport, donc vraiment des choses totalement différentes. Donc, rien qu'à travers ces deux exemples, on aurait pu en prendre plein d'autres, c'était totalement volontaire de prendre cela. On voit déjà l'intérêt et les prises en charge vraiment très hétérogènes au niveau de la kinésithérapie. Ça, c'était le premier point. Et la deuxième chose qu'on a voulu démontrer sur notre poster, ça prend une grosse partie en bas à gauche de notre poster, c'est l'état psychologique. On a beaucoup parlé du bilan psychologique là dans l'oral juste avant, et c'est quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant puisque c'est indispensable. C'est quelque chose en plus qui prend de plus en plus de sens au niveau de l'opinion publique. Je pensais justement, hier on en parlait beaucoup à la télé, à la radio, il parlait d'un sondage avec le Covid qui disait qu'une personne sur 3 atteinte du Covid présentait des troubles psychologiques. Et c'est intéressant qu'on en parle, mais si on fait le parallèle avec les personnes atteintes du VIH, on peut se demander, l'impact doit être énorme
pour ces personnes-là quand ils apprennent qu'ils sont atteints d'une maladie dont on ne guérit pas. On parlait du moment où on découvre qu'on est malade et de notre première hospitalisation. Ça doit être des chocs psychologiques assez énormes. Et ce genre de choses, cet état psychologique, il faut vraiment qu'on le prenne en compte en tant que professionnel de santé. On parle d'écoute active, d'oreille attentive, d'empathie. Il y a tout ça effectivement, de savoir réorienter aussi vers d'autres professionnels, vers d'autres. C'est aussi ça, la collaboration interprofessionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre vraiment en avant sur ce poster. Donc voilà, on a voulu démontrer qu'il y avait un réel intérêt de la kiné pour toutes les maladies opportunistes, que ça soit aussi bien pour le bien-être, pour le confort d'un patient, et que ça soit au niveau physique, on va dire, au niveau des déficiences qu'on va qualifier de physiques, qu'au niveau des déficiences psychologiques. Voilà tout ce qu'on a voulu montrer. Eh bien, merci Monsieur Verzignac et à tous nos intervenants. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin, en espérant que notre émission vous a plu. Donc, sachez qu'il y a un panneau publicitaire SIDAction disposé à proximité de l'IFM Cannes Nancy. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez d'ailleurs, effectuer des dons en appelant le 110, numéro d'appel gratuit, par internet au www.sidaction.org et par SMS au 92 110 en envoyant le mot don. Donc, merci de nous avoir écoutés. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir, Nikos. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau reportage. Ah bah je suis prise de court, moi je pensais qu'il y avait plus de musique, hein. Franchement, ça s'arrête comme ça d'un coup. Bon ben voilà, hein. J'aimais bien votre présentation orale. Elle trouvait, je commence comme ça, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Elle était presque plus confortable à lire que le document en fait. Alors je sais pas, ou alors voilà, il me manquait des choses. En tout cas là, vous avez bien complété. Je trouvais que le compliment, il était un peu plus haché, enfin, il se lisait moins facilement. Je sais pas si c'est le sentiment de Thomas, mais voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on est nos 4 collègues à avoir pris connaissance de votre écrit, hein, que j'ai là, en tout petit, là. Mais au moins là, ça avait des vertus très pédagogiques pour vos collègues, et en tout cas là, vous avez beaucoup insisté. Donc là, rien que pour ça, très bien. Autre point, je félicite le somptueux accent de, je ne sais pas comment vous appelez, qui est en haut à droite de mon écran, là-haut. Parce que alors là, vous forcez beaucoup. Mon accent naturel. Ah, d'accord. Alors c'est un accent d'où? Des Vosges. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ça, je l'avais reconnu. Ouais. Voilà, ça y est. Monsieur Clément est à côté de moi, ça a fait un Larsen, mais ouais, effectivement. Non, mais c'était, voilà, pas mal. Voilà, bah écoutez, Madame Boyer est avec nous. Madame Ndiaye, je sais pas où elle est, je la vois pas. Je vais peut-être vous laisser la parole. Madame Boyer, est-ce que là vous m'entendez? Comment vous voulez poser les questions? Vous voulez les écrire en rédactionnel à côté ou dites-moi comment vous voulez faire. Je suis au bout de mon téléphone aussi, par exemple. Voilà. Ou sinon, je laisse la parole à Monsieur Clément ou Madame Ndiaye. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ah bah, bon alors je renvoie ping. Madame Boyer, comme c'est l'expert, je sais pas. Ben, Madame Boyer, il l'a, mais je pense qu'elle doit avoir le même problème que la dernière fois. Je l'entends, mais très très bas. Ah ben moi je l'entends pas du tout. Tu l'entends, Thomas, Madame Boyer? Vous l'entendez, Madame Boyer? Oui, je vous entends. Ah oui, je vais monter le son à fond. Allez-y, Madame Boyer. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Alors, moi, j'ai plusieurs remarques. La première, c'est par rapport au titre. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ben, tout le monde va faire silence et on va bien vous comprendre. On va dire ça comme ça. Allez-y, Madame Boyer. Alors, première remarque, c'est par rapport au titre. Pourquoi est-ce qu'ils se sont cantonnés
à la prise en charge d'un patient sidéen. Ce que j'avais essayé de leur faire comprendre, c'est que chaque patient infecté par le VIH ne serait pas forcément au stade sida et que avec les thérapeutiques actuelles, les gens allaient vivre longtemps, allaient vieillir et allaient avoir besoin bien sûr d'un kiné, pas seulement dans des circonstances de sida avec infection opportuniste, mais aussi dans la vie de tous les jours avec des traumatismes sur le plan musculo-squelettique, avec de l'asthme, avec des exacerbations de bronchite chronique, enfin voilà. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Je pense qu'effectivement le kiné il a un rôle très très important dans la prise en charge des patients infectés par le VIH. Et dans leur carrière, que je leur souhaite très longue, ils auront sûrement beaucoup plus de patients infectés par le VIH qui ne sont pas au stade sida que des patients qui sont au stade sida. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Du coup, on peut répondre. Vous m'entendez? Oui. Bah, pour répondre à votre question, nous déjà, dès le départ, notre sujet, c'était le sida. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus attardé sur le sida et les maladies opportunistes, du coup, liées au sida. Et en plus, on était un peu limité, donc on voulait parler de plusieurs choses, mais à un moment donné, on était aussi un peu obligé de faire un choix dans l'écrit et dans l'oral parce qu'on ne pouvait pas parler de tout et on a décidé de faire des choix et ça a été ceci. Ok, bah il aurait fallu éventuellement expliquer ce choix, parce que si vous faites lire ce mémoire à quelqu'un qui prend en charge des patients infectés par le VIH, il comprend bien votre rôle, mais il le voit bien plus auprès de patients qui ne sont pas au stade de sida en phase aiguë. Après, c'était surtout faire le lien avec notre sujet. Nous, c'était sida qu'il fallait qu'on mette en lien avec la kinésithérapie. Le titre qu'on a tiré au sort, c'était sida. Sinon, si ça avait été VIH, on serait plus parti sur le VIH. Du coup, là, vu que notre titre, c'était vraiment sida, on est parti sur la phase terminale, du coup, donc le sida. Et si je peux me permettre, on a aussi rajouté, c'est pour ça qu'on l'a mis sur le poster, la lipodystrophie qui est qui est un effet secondaire qu'on a remarqué des antiviraux et qui du coup doivent être traités, qui peuvent être traités par les masseurs kinésithérapeutes. Alors justement, là il y a un gros souci, c'est que la lipodystrophie, vous la mettez dans les trucs sida, ce qui n'est absolument pas non, c'est un truc VIH, c'est suite aux antiviraux, c'est les effets secondaires des antiviraux. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est un peu brouillon votre truc. Parce que du coup, vous parlez du sida, on voit la tuberculose, on voit la pneumocystose, on voit la toxoplasmose, et puis tout à coup, sur votre poster, vous parlez de sida et vous parlez de lipodystrophie. Et celui qui a fait la présentation parle bien de lipodystrophie dans le cadre du sida, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est une petite erreur qu'il a fait, je voulais intervenir, mais j'ai préféré lui laisser finir. C'était une remarque qu'on voulait rajouter lors de la discussion. Très bien. Ensuite, autre chose par rapport à la population. La population donc, qui est à risque entre guillemets. Il y a une population que vous oubliez, c'est les migrants. Vous n'avez absolument pas parlé des migrants. Pourtant, quand vous regardez les courbes, c'est bien eux, les hétérosexuels migrants, qui sont une grande part des nouvelles contaminations chaque année. Donc ça, c'est un oubli qu'il faudra éventuellement réparer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter pour ce qui est donc de la pathologie pneumocystose. Donc la pneumocystose, c'est une infection qui n'arrive pas comme ça tout de suite, là, en plein concert, tout à coup on n'arrive plus à chanter. C'est quelque chose qui arrive déjà avant, ça fait au moins 3 semaines avant qu'il a une toux un petit peu sèche, qu'il commence à avoir une dyspnée. Et c'est à un moment, il y a une dyspnée qui est tellement importante qu'effectivement, ils n'arrivent plus à avancer. Et là, ils vont aux urgences en disant, je ne peux plus respirer. Oui, mais on sait ça, mais c'était juste pour raccourcir l'histoire et qu'il explique le contexte quand lui, il a compris qu'il l'avait. Ouais. Mais vous parlez à des gens qui connaissent rien en VIH. Vous faites, en fait, justement, vous contractez trop l'histoire. C'est tout à coup un truc qui arrive comme ça subitement. Pas tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous raconter par rapport à la pneumocystose. Donc justement, c'est un traitement qu'on met en place, un traitement pendant 3 semaines. C'est pas quelque chose qui va être chronique toute sa vie. Après, il va pas avoir des troubles respiratoires toute sa vie, sauf si effectivement il est, il est insuffisant respiratoire parce qu'il fume, parce qu'il prend des tas de drogue et des tas de machins en plus. Et là, ce sera plus
la conséquence de la pneumocystose, mais ce sera la conséquence d'autres facteurs, si vous voulez. La prise en charge de la pneumocystose, elle est vraiment en 3 semaines, c'est réglé, quoi. Et pendant 3 semaines, par contre, il y a effectivement des aérosols, il y a éventuellement la kiné. Et la kiné peut être poursuivie après, mais comme si c'était pour un bronchite chronique. C'est plus pour la pneumocystose. Ensuite, concernant la toxo, moi je veux bien, mais vous parlez donc de la marche, d'abord vous parlez d'hémiplégie, ensuite René dit que c'est en fait juste la jambe. Donc quand vous faites un truc comme ça, il faut que vous fassiez relire vos trucs parce qu'il faut que ce soit plus concis. Là vous parlez en fait c'est une hémiparésie, si on entend bien le patient, c'est pas une hémiplégie. Et voilà, donc vous faites vos trucs, je sais pas si après vous pouvez les corriger, mais il y a plein de petites erreurs comme ça qui font que je suis pas aussi emballée par ce que vous faites en deuxième partie, là, que ce que vous aviez fait pour la première partie, mais c'était franchement bien relu, bien synthétisé. Après, la première partie, si je peux intervenir, était beaucoup plus simple puisque c'était des généralités. Là, c'était vraiment compliqué, pour être tout à fait sincère avec vous, de trouver des étapes prises en charge de patients sidéens. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné pour savoir comment on fait? Vous aviez le droit quand même de nous demander des conseils. Je veux dire, ceux qui savent, et les kinés qui savent comment ça se passe, c'est ceux qui sont dans nos services. Vous auriez pu prendre le témoignage d'un professionnel encore actuellement qui bosse avec des patients. Quand on était en stage, on a pris l'initiative de demander à nos maîtres de stage pour anticiper, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément énormément de réponses à nous apporter sur ce sujet. Oui, mais nous on était là. Bon, voilà, il y a des choses à corriger, surtout si vous voulez mettre le truc sur le net, vous pouvez pas le mettre comme ça. Est-ce que vous pouvez répéter? On ne vous a pas bien entendu, s'il vous plaît. Je disais que que ce soit le poster ou que ce soit votre mémoire, vous ne pouvez pas les mettre en ligne sans rectifier 2-3 choses. Ok, c'est entendu, Madame Boyer, en tout cas. A priori, en général, c'est le genre de document qui reste interne à l'école, qu'on ne diffuse pas à l'extérieur. Des choses sur lesquelles nous on s'appuie pour un travail ultérieur, mais qui n'est pas diffusé à l'extérieur de l'école. Hein. Mais en l'occurrence, je vous remercie pour toutes ces remarques que vous avez exprimées. Je suis été très généraliste, c'était des choses auxquelles j'avais pensé, mais pas exprimées comme vous l'avez fait, évidemment. Mais pour les étudiants, effectivement, c'est pas toujours simple, mais les experts sont aussi là pour ça. Ceci dit, vous avez quand même produit un document et vous pouvez aussi entendre qu'il y a des choses qui soient peut-être un petit peu moins écrites ou moins préparées ou moins focalisées, ou le choix qui n'a pas été évident pour vous, mais peut-être auriez pu être conseillé, et c'était la différence par rapport au travail que vous avez mené au premier semestre. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est pour autant pas une bascule on-off, hein. Ok, faut pas l'entendre comme ça non plus, hein. D'accord? C'est pas un truc on-off, c'est simplement que effectivement, ils auraient éventuellement pu demander un petit peu plus de précision sur certains trucs quand ils étaient tout seuls, quoi, pas trop savoir comment faire. Oui, je vous rejoins, effectivement. Je coupe mon micro. Ouais. Je vais laisser Monsieur Clément prendre la... Bonjour. J'aurais une chose aussi à rajouter, c'est que madame, vous avez envoyé un mail pour savoir si, là j'ai le mail sous les yeux, si vous connaissiez des kinésithérapeutes qui pouvaient nous aider justement pour avoir des témoignages, etc. On vous avait envoyé par mail et vous ne nous avez pas répondu. Ah bah je suis désolée, mais c'est un mail qui a dû arriver dans un autre paquet de mails, parce qu'en général j'essaye de répondre quand même. C'est quand? Le 3 février. Nous avons la preuve. Super. Oui. On voit rien. Du coup, voilà. Bon. Merci, désolé, monsieur Clément, je vous laisse parler. Ah, j'ai le droit de parler? Super. Merci. Bon, bah, c'est comme voilà, on oublie, enfin, il y a des mails qui passent à travers de plein d'autres mails et qu'on s'oublie. Donc, après, vous avez le droit de relancer aussi les personnes.
D'accord? Bon, c'est toujours un peu comme ça. Moi, je viens de corriger une version 1 d'une partie de résultat de mémoire, alors que la version 2 était déjà sortie. Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Personne n'est infaillible. Alors, du coup, ouais, moi, je suis arrivé ici cet après-midi presque déçu par ce que j'avais lu. Et puis, l'arrivée du poster hier soir ou avant-hier soir aussi m'a pas conforté dans l'idée que j'étais un peu moins enjoué par rapport à ce que vous avez fait là au premier semestre. J'étais content, voilà. Et puis bon, moi j'évalue un peu, enfin je vous évalue dans le terme de l'E8 où en fait on retrouve un document manuscrit qui est homogène. Je veux dire là, j'ai trouvé 2 fautes d'orthographe et de grammaire sur une liaison malheureuse. Sur un document comme ça, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. La façon de rédiger, etc., c'est assez homogène. Ça se lisait pas trop mal, encore que des fois on se retrouve avec des paragraphes où vous essayez de mêler 2 idées et en fait il n'y a pas de transition et vous essayez de faire des tirets, des trucs comme ça. C'était un peu compliqué à suivre. Bon, c'est pas grave. Vous annoncez aussi des choses, par exemple, quand vous lancez, vous parlez de la conférence de Barcelone qui veut mettre en place en 2002 une campagne qui promettait que 3 millions de personnes seraient sous traitement avant 2005. Et en fait, vous dites pas si c'est réussi ou pas. Donc, on reste un peu sur notre fin. Alors, voilà. Des petites choses comme ça. Puis après, voilà, ça fait des catalogues de points. Alors, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis, alors, quand on lit le titre, quel rôle joue le master kinésithérapeute dans la prise en charge du patient SID1? Ok, on se retrouve avec un listing de pathologies opportunistes qui sont peut-être les plus fréquentes, etc. Mais finalement, on ne sait pas quel thérapeute va prendre en charge ces patients-là. Parce que faire des nébulisations à un patient qui a une maladie pneumo, ok, ça se fait dans quel cadre, par quel type de patient, il est formé comment, ça se fait en institut, ça se fait pas en institut, ça se fait à domicile, mais alors est-ce que c'est peut-être uniquement, est-ce que c'est vraiment le kiné qui fait ça à domicile ou est-ce que c'est pas plutôt une infirmière libérale? Et ça manquait peut-être un petit peu je sais pas, pour moi ça manquait de fond, peut-être que vous auriez pu creuser un petit peu plus là-dessus. Et ça m'a questionné. Voilà. Alors je me suis dit, bon, alors ok, si on voit un copier-coller de ce travail-là à l'oral, je dis, ouais, il va manquer, enfin, je sais pas, on va rester sur notre fin, quoi. Et puis vous arrivez avec votre oral où finalement on a quand même des vidéos de prise en charge avec, finalement, vous vous posez des questions sur, vous avez pas répondu à notre mail sur des demandes de kiné à interroger, etc. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait pour faire ces vidéos? Vous vous êtes interrogé sur quel type de déficience le patient pourrait avoir, et puis vous traitez ces déficiences. Ça commence par là, finalement. Et c'est un petit peu le début de la formation de première année en pratique. C'est ce vers quoi on essaye de vous guider pour que vous ayez des réflexes hyper faciles et que les prises en charge de patients, parce que vous allez tomber sur des gens qui ont des pathologies complètement liées, hors contexte VIH ou SIDA, j'entends, quand vous allez travailler, et je vous parle même pas du premier jour où vous allez travailler et que vous allez faire votre premier remplacement, où vous allez avoir des pathologies dont vous n'avez jamais entendu parler. Et puis finalement, au travers d'un petit bilan simple, vous allez trouver des déficiences. Et puis, au terme de l'interrogatoire du patient, vous allez trouver des choses à faire pour commencer. Et puis après, vous allez forcément vous renseigner un petit peu plus pour continuer votre prise en charge. D'accord? Donc, soyez pas trop vindicatifs non plus. Et je pense qu'il y avait quand même des choses à faire, même si il y a des mecs qui se loupent, etc. Ça manquait peut-être un petit peu d'illustration. Je sais pas. Bon. On sent que quand même il y a il y a un truc qui s'est mal passé par rapport peut-être à votre travail de groupe de premier semestre. Voilà, c'est bien. Je trouve que la bibliographie était peut-être quand même un peu mieux maîtrisée. Et puis voilà, dans les points positifs, très bien. Par contre, alors le poster. Il me plaît pas du tout. Voilà, faut dire les choses, ça me plaît pas trop parce qu'en fait, on comprend pas le titre, il est quand même différent du manuscrit, de celui du manuscrit. Et finalement, peut-être que la problématique est toute petite, cachée entre 2 paragraphes dans un truc un peu contraste mal fait. Elle est presque plus intéressante que le titre lui-même du poster.
Voilà. C'est un petit peu dommage. Je le trouve un peu mal organisé. Ce qui est en rouge sur du noir, c'est pas beau. On voit une espèce de filigrane bizarre. Alors, je sais pas si c'est une image subliminale d'un groupe secret ou je sais pas quoi, un peu en bas à gauche. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Ouais, je sais pas. C'est les Illuminati qui sont là, peut-être. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Alors, bon. On comprend après, avec l'explication que vous avez fait, docteur Boyer, sur l'histoire de la pathologie et le traitement de la lipodystrophie, etc. Mais voilà, ça manquait un petit peu de lien. C'est un petit peu dommage. Bon. Et puis, est-ce qu'on peut un peu s'expliquer sur le poster Ouais, et puis je finis juste ça. Ouais, et en fait, c'est peut-être un peu trop chargé, avec des phrases trop longues, peut-être. C'est un peu dommage. Ça, c'est le rôle du manuscrit, et plutôt le SIDA, enfin, le poster, c'est quelque chose où on doit faire une synthèse peut-être plus par tiret, etc. Ce qui finalement était fait à l'inverse dans le manuscrit et moins sur le poster. Voilà. Et je donne la parole à Monsieur Veredi. Alors, du coup, pour le poster, par exemple, sur les textes, donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Et on en est arrivé à la conclusion que on voulait quand même avoir du texte, parce que je voyais pas comment faire une intro, une conclusion, quelque chose de propre, quelque chose qui paraissait pas comme quelque chose de bâclé, avec du texte. En même temps, il fallait pas faire une grosse rupture de style, on va dire, entre un paragraphe qui va être purement du tiret, et après on va avoir purement du texte, donc il fallait qu'on ait quand même un petit peu de matière dans les paragraphes. Sinon, pour la problématique, oui, effectivement, elle aurait pu être un petit peu plus grosse, mais après, le but, c'est ce qu'on s'est dit aussi, ça rejoint là aussi sur les couleurs. Le but, ça va pas être, on voulait pas agresser les gens en faisant ça. C'est pour ça qu'on est sur les couleurs quand même plutôt sobres. Le rouge, en plus, le rouge était utilisé pour rappeler la couleur du ruban du site d'action. Et on voulait pas non plus faire des trucs trop pintants qui pètent aux yeux. On voulait faire quand même quelque chose plutôt de sobre. Et puis pour les illustrations, après c'est sûr on pouvait pas faire non plus n'importe quoi, donc on a mis le logo de l'IFMK, donc l'IRM de la spondylolysis tuberculeuse qui était là pour représenter un petit peu de pathologie, parce qu'on n'allait pas non plus mettre une lipodystrophie ou un poumon tuberculeux, ça n'aurait pas été très très attractif. Et le ruban du site d'action était logique à mettre. Quand je parle d'illustration, c'est pas forcément une photo d'une pathologie, mais ça peut être aussi la présentation d'une donnée sous forme peut-être d'un tableau, peut-être d'un graphique ou quelque chose comme ça. C'est plutôt un peu dans ce sens-là. C'est en termes d'iconographie que j'entendais ça, d'accord ? Pour aérer un petit peu ce poster, d'accord ? Alors j'entends, c'est compliqué de synthétiser des choses qui permettent de faire l'introduction du sujet. Après, voilà, c'est un peu le jeu du poster et c'est un peu la difficulté de l'épreuve du deuxième semestre en santé publique UE1 et UE8, j'entends. Mais justement, c'était ça qui, comme on n'a pas choisi de procéder par une étude, donc avoir un format IMRAD, quelque chose qui va avoir du coup effectivement des statistiques, des choses comme ça, on voyait pas comment mettre de graphiques et remplir par les illustrations de style graphique. Dans les posters que j'ai présentés et qu'on a vus ensemble pendant le CM, ouais, on était peut-être un tout petit peu moins nombreux que 76 participants aujourd'hui d'ailleurs, si je peux me le permettre. Eh bien, en fait, je présentais des trucs qui n'étaient pas forcément sur le format IMRAD. D'accord ? Donc, c'est possible. Et c'était des choses qui étaient illustrées, qui étaient graphiquement jolies, etc. et qui n'étaient pas trop chargées. Voilà. C'est un peu le reproche principal du poster d'aujourd'hui. Voilà. C'est pas grave, vous n'avez pas redoublé parce que le poster du 8 était mal fait. Non, mais ça me tient à cœur de le défendre quand même. Oui, parce qu'on a fait. Mais sachez que c'est bien, il faut quand même aussi accepter les remarques. Ah oui, non, pas dans le sens où... Sans presque un peu agressif, ça me gêne. C'est pour ça que j'ai repris un peu la défense de Madame Boyer au sujet du mail un peu loupé, mais voilà, voilà. Qu'on passe pas de l'agressivité à l'impolitesse, d'accord ? C'est juste ça, ok ? Voilà. Mais c'est normal, moi je comprends. Voilà, quand vous avez passé du temps dessus, moi je me rappelle, on a fait pas mal de remarques sur mon mémoire quand j'ai passé l'oral de mon mémoire, et je n'étais pas si content que ça non plus, mais voilà, c'est comme ça, c'est normal, par exemple. Oui, mais oui, vous êtes premier groupe de la deuxième fournée, donc en fait vous avez quand même eu l'expérience pour améliorer votre oral et puis votre écrit avant de rendre, alors que les autres n'avaient pas, qui ont rendu au premier semestre. Donc bon, ok, premier groupe, c'est sûr. Oui, ok. Eh ben, ouais, je vais passer la parole à Kumba.
En tout cas, à chaque fois, et encore une fois, vraiment, si on pouvait s'arrêter à quelque chose sur ce que vous avez fait, c'est vraiment l'oral. Et l'oral, moi, je l'ai vraiment apprécié parce que quand je parle d'illustration, etc., tous vos petits tableaux, les petits bonhommes qui apparaissent, et ben, moi, j'attendais ça un petit peu dans le poster, par exemple. Un truc un peu homogène avec ce que vous présentez à l'oral. Et finalement, c'est pas du travail qui est du travail supplémentaire puisqu'en fait, vous le préparez déjà pour le PowerPoint de la présentation. OK? Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, merde. Voilà. Je laisse la parole à Madame Kumbenga. Merci. Alors, je suppose que vous m'entendez. Oui. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. L'écrit était peut-être moins facile à lire avec quelques petites imprécisions. Alors, pour la partie prise en charge du patient, je suis absolument pas compétente, donc je ne ferai aucun commentaire sur cette partie-là. Mais effectivement, c'était pas si clair que ça et vous avez bien rattrapé, je trouve, à l'oral où on voit bien, enfin, peut-être que vous n'avez pas choisi les bonnes pathologies, ça, pareil, je préfère ne pas m'attarder dessus, mais en tout cas, on voit que vous avez essayé d'être didactique, on va dire, et d'être explicatif dans la prise en charge. J'ai apprécié aussi le fait que vous mettiez en avant tout ce qui est démarche éducative ou posture éducative du kiné vis-à-vis du patient, que vous ayez mis en avant tous les aspects qualité de vie. Sur le mémoire, ça a été dit par Monsieur Clément, moi, ça me manquait de chiffres, surtout au début, lorsque vous expliquez que ces pathologies-là, vous serez peut-être amené à les prendre en charge. Ça aurait été intéressant de mettre en relation le nombre de personnes qui seraient éventuellement concernées, je sais pas, l'incidence ou la prévalence des pathologies. Et bon, ça, c'est mon côté épidémio, donc c'est peut-être une déformation professionnelle de ma part. Et puis, sur le niveau organisationnel, quand je vous disais qu'il y avait des imprécisions, lorsque vous donnez, par exemple, vous citez les agences qui sont dans la prise en charge, vous citez l'INVS, par exemple, qui est un organisme qui est intégré à Santé publique France maintenant. Alors, c'est sûr que si vous tapez INVS, vous avez des résultats dans les recherches sur les moteurs de recherche, mais si vous suivez ces résultats, la plupart du temps, ça vous ramène tout simplement à la page d'accueil de Santé publique France parce que cet organisme-là avait vocation à récupérer toutes les prérogatives des différents organismes qui avaient des prises en charge des thématiques un petit peu différentes. Bon, ça, c'est pareil, une déformation professionnelle de mon point de vue. Alors, j'étais d'accord avec ce que Madame Boyer a expliqué. Je sais que votre thématique, c'était SIDA. C'est vrai qu'à la lecture, je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir parlé des patients infectés au VIH et en fait j'y ai pensé surtout de votre point de vue à vous et du ressenti des kinés. C'est-à-dire ce qui me manquait, c'était aussi peut-être comment les kinés se positionnent et quels sont peut-être les a priori des kinés vis-à-vis de la prise en charge. Mais là encore, c'est parce que l'année dernière, j'ai été directrice de mémoire sur un sujet, sur le ressenti du kiné vis-à-vis de la prise en charge du patient atteint du VIH et non pas SID1. Et a priori, vous avez répondu à cette enquête. Donc, ça m'a un peu surpris que vous n'ayez pas pensé à en parler. Mais encore une fois, l'argument que vous avez donné, vous étiez sur le SIDA, donc vous êtes bloqué sur le SIDA et défendable. Hein, donc, de ce point de vue-là, voilà. Et puis en plus, je crois que vous avez fait pile poil 30 pages, donc il fallait tout mettre dedans. Hein, et du coup, je crois que c'est 30 pages maximum, c'était ça? Oui, voilà. Bon. Voilà, c'est pile 30, donc je me suis dit, ça va être compliqué de leur dire que vous auriez pu en rajouter. Vu que ils sont, après, il aurait peut-être fallu faire quelques choix. Sur le poster, le fond, je peux pas faire de commentaires, je ne l'ai pas reçu, je l'ai vu là, je l'ai découvert en direct, mais je suis d'accord sur la forme. Hein, je pense que le but d'un poster, c'est vraiment, quitte à être redondant, parce que vous avez parlé de faire des choix, par exemple, vis-à-vis de l'information que vous mettez dans le mémoire et dans le poster, c'est pas le souci de la redondance qu'il faut vous poser, c'est le souci de la lisibilité, en fait. Il faut que vous soyez le plus efficace possible, que ce soit visuel, que ça donne les informations importantes. Et moi qui ai découvert le poster,
j'ai eu le temps de rien voir en fait. Hein. Voilà. Donc c'est cette question de lisibilité là, il faudrait que vous la posiez la prochaine fois que vous ferez un poster. Je suppose que c'était votre premier essai. Mais regardez un petit peu ce qui se fait, notamment, alors pour le coup, sur le site de Santé publique France, sur tous les organismes que vous avez cités, la plupart du temps, il y a des éléments de communication qui sont à disposition et qui vous montrent comment ça se fait en fait. Donc, ça pourrait être intéressant par la suite que vous travailliez dessus. En dehors de ça, encore une fois, voilà, votre oral, je l'ai trouvé vraiment bien et j'ai trouvé que ça a rattrapé votre étude. Merci à vous. Merci à vous aussi. Deux ordi dans la même pièce, ça va pas du tout. Ouais, là ça va aller mieux. Bon, bah écoutez. Ouais, ce que j'avais envie d'ajouter finalement, même si ça va vous paraître hyper loin ce que je vais vous dire. Alors vous dites, non, mais pourquoi elle nous dit ça? Sauf que dans 3 ans, à cette même heure, vous serez en train de travailler avec vos collègues, enfin comme vos collègues actuellement, sur votre travail de fin d'études, et que finalement, toutes les remarques qui vous ont été faites là, c'est aussi pour vous dire que le sujet, le sida, est probablement un énorme sujet comme ça, et que par exemple ça ne peut pas faire l'objet d'un mémoire comme tel. C'est-à-dire que quand on donne un sujet, on va gratter, ah bah tiens, sida, eh ben de quoi on parle? Est-ce que c'est quelle population? Est-ce que atteinte? Est-ce que, et à chaque fois, on met de côté une partie, non, je vais pas travailler là-dessus, j'en retiens une autre, et finalement de ce gros paquet qui s'appelait sida, votre mémoire, ça sera une petite pastille comme ça là ici, et ça sera votre sujet de mémoire. Et ça, ce que vous venez de faire là, et l'expérience qu'on vous a donnée, enfin en tout cas, et les remarques qui vous ont été faites, eh bien, c'est justement tout ce qu'il va falloir vous poser comme question à partir du moment où vous allez choisir de travailler sur un truc. Et même si ça vous paraît, ma question, elle est simple, eh bien en fait, la question, on va l'éclater 5000 fois. Parce que votre question, elle sera encore beaucoup trop large par rapport à ce qu'on attend de vous, d'un travail très précis, d'un mémoire de fin d'études de kiné. Vous voyez un petit peu? Donc là, en même temps, c'est pour ça que je me dis en forme de conclusion, c'est finalement pas inintéressant et encore, vous vous dites pourquoi, mais 3 ans, finalement, même si pour vous il y a des étapes, je sais pas, des petites yeux à valider tout ça, mais ça vient très vite en fait. Hein. Et le mémoire étant une réflexion de fond que vous allez commencer à mener déjà dès l'année prochaine, vous allez entendre parler de mémoire en 2e année. Parce que justement, c'est quelque chose qui se travaille. Je vois Monsieur Clément, ah bah oui, il est en vidéo qui opine du chef, donc c'est lui et Madame Jambot-Buatois qui vont vous faire travailler là-dessus. Mais au départ, c'est bien là la question. Donc tout ça, je pense que ça vous servira aussi pour ça, même si ça vous paraît un petit peu rude aujourd'hui, mais c'est nécessaire de parler comme ça, voilà, en l'occurrence. Et donc je voulais aussi remercier Madame Boyer aujourd'hui que je ne vois pas, mais pour ses précieux conseils, parce que moi j'avoue que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu quelques enfants qui étaient VIH positifs, et à l'époque c'était dû à des transfusions. Je me souviens de ces enfants avec les difficultés articulaires, ils présentaient déjà des troubles. À l'époque, on savait pas trop quoi en faire, et je me doute que Madame Boyer maintenant a une plus grande expérience probablement de la kiné, de l'intérêt de la kiné, et elle doit faire partie sans doute de ces médecins qui prescrivent à leurs patients des séances de kiné. Est-ce que je me trompe, Madame Boyer, ou est-ce que ça fait véritablement partie d'une possibilité de traitement comme tout ce qui est médicamenteux et autres? Ça fait effectivement partie du traitement qu'on prescrit dans certains cas. Et je vous dis beaucoup plus, je pense que vous ne le pensez. Parce qu'il y a effectivement pas mal de personnes qui viennent avec des problèmes respi, des problèmes locomoteurs et partent avec une ordonnance de kiné, même si c'est des pathologies qui pourraient survenir chez des gens qui sont séronégatifs. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de kinés qui prescrivent dans nos services.
Mais du coup, Madame Boyer, quel type de pathologie vous traitez pour des patients atteints de VIH sans être au stade SIDA? Les patients qui sont atteints par le VIH et qui prennent bien leur traitement, ils sont comme vous et moi. Ils vont au ski quand ils peuvent y aller, ils se cassent la figure, ils font une entorse du genou et ils ont besoin de rééducation du genou. Ils ont, je sais pas moi, ils ont de l'asthme, ils fument, ils ont de la bronchite. À un moment, ils sont très dyspnéiques, ils ont besoin donc de réapprendre à expectorer, mais ils ont de la kinérestie. Et ça change pas d'un patient non. Enfin, est-ce que leurs conditions de séropositif influent sur les traitements qui doivent être pratiqués par les kinés? Non. Le traitement sera pour quelqu'un qui n'est pas avec une pathologie particulière SIDA, sera la même que pour n'importe quel patient. Bah, du coup, pourquoi, enfin, comment on aurait, enfin, quel aurait été enfin, je vois pas comment ça aurait été pertinent de redonner tous les traitements kinés de mobilisation de genoux dans notre rapport. Vous pouviez pas, tout comme vous pouviez pas faire, comment dire, la description de toutes les infections qui donnent le stade SIDA, parce que sinon vous auriez dû marquer toutes les encéphalites, vous auriez dû. Ah ouais. Voilà, donc, du coup, on comprend pas trop. Alors, on sait que notre rapport est pas parfait du tout, mais moi personnellement, je comprends pas très bien cette critique que vous nous faites. Vous vouliez qu'on incite sur le fait que les patients séropositifs sont des patients comme les autres. C'est ça. C'est ça déjà le truc. C'est que on aurait dû l'écrire, on aurait dû refaire un petit paragraphe là-dessus. C'est de décrire qu'il y a une évolution de la prise en charge des patients infectés par le VIH, que tous n'arrivent plus au stade SIDA, heureusement, que les traitements sont efficaces quand ils sont pris, et que les patients vivent de plus en plus longtemps, et que donc leur prise en charge médicale ou paramédicale va se superposer, va se mettre en parallèle de celle de toute autre personne qui est séronégative. Ouais. Au même titre que des patients diabétiques bien équilibrés. Bien sûr, et vous pouvez avoir des diabétiques VIH, hein, donc voilà, vous allez des comorbidités sur le fait que, ben voilà, il est en plus infecté par le VIH. Ensuite, c'est pour ça que j'avais insisté énormément sur le traitement post-exposition. La seule différence qu'il va y avoir pour vous dans la pratique de tous les jours, quand ce ne sont pas des gens qui sont étiquetés SIDA avec des grosses pathologies pour lesquelles vous savez forcément que, ben voilà, il faut faire attention. C'est tous ces gens qui vont bien, qui vont pas forcément vous dire je suis infecté par le VIH, que vous ne saurez peut-être que parce qu'à un moment vous allez voir une ordonnance d'un de leurs médecins. C'est par rapport aussi à tout ce qui est accident exposant au sang. Dans ce sens-là que j'avais vraiment insisté pour vous dire attention, vous allez côtoyer des gens pour lesquels il y aura peut-être des soins à faire qui pourront vous mettre face à une exposition au sang de quelqu'un qui serait séropositif et qu'il fallait connaître la conduite à tenir. Et par extrapolation, chaque fois que vous voyez un patient dont vous ne connaissez rien, et la plupart du temps ça va être ça, on ne connaît pas le statut sérologique, on leur saute pas dessus pour leur demander s'ils sont séropositifs ou pas, vous devez d'avoir bien à l'esprit que si vous avez éventuellement donc un contact avec du sang, que ce soit par une projection dans un œil, par une projection dans la bouche, dans le nez ou sur une peau lésée, ou parce qu'éventuellement vous avez besoin d'aiguilles ou je ne sais pas quoi, et ben c'est de consulter le plus rapidement possible, que de vous protéger vous. Voilà. Bah, du coup, les AES, tout ça, on en a parlé dans l'oral et dans l'écrit. Et ça, j'ai bien vu. D'accord. Pour les AES, si je peux encore me permettre une remarque, vous n'avez absolument pas parlé du patient source. Vous ne parlez pas du tout de prendre en charge le patient source. Il faut chercher tout de suite à savoir les sérologies. Donc, prélever le patient source le plus vite possible pour que le médecin qui prenne en charge ensuite celui qui s'est blessé, le professionnel qui s'est blessé, sache à un moment ou à un autre s'il doit mettre en route un traitement ou pas. Oui, bah en fait, le patient source, on l'a cité, il me semble, dans l'écrit, on l'a pas cité comme tel dans l'oral. On parle plutôt de la personne infectée ou de ce qu'ils appellent le réservoir, parce que c'est pas forcément une personne qui est la source de l'infection non plus. D'accord, mais chez vous, en tant que soignant, ce sera une personne. Oui.
Et c'était donné sur le diaporama où il donnait l'exemple avec l'AES où c'était bien détaillé. Mais j'avais pas le temps dans l'oral de tout réexpliquer sur la personne source. Voilà. Je vous dis pas que vous pouviez tout dire en 10 minutes, c'est pas ça que je vous dis. C'est que effectivement c'était pas assez concis, pas assez précis, et que vous partez dans tous les sens. Pareil, par rapport à certains paragraphes, comme vous disait l'un de vos professeurs, je comprenais pas très bien ce que venait faire tous les métiers qui auraient pu être impliqués de près ou de loin dans la prise en charge du patient. Puisque dans votre titre, c'était la prise en charge du masseur kiné du patient sidéen. Donc vous auriez déjà pu vous focaliser plus sur les soins du médical et du paramédical, plutôt que d'aller chercher des trucs sur la NRS, les associatifs. C'était pas le but. Ok, merci beaucoup Madame Boyer. En tout cas, moi j'ai dit que vous avez eu plein d'informations. Vous étiez les premiers, donc du coup, les 5 autres, ceux qui n'ont pas rendu leurs documents, ceux qui vont parler au mois de mai, ils ont encore un petit peu le temps. Alors j'ai pas dit qu'ils n'ont pas commencé à rédiger, mais ça peut leur donner aussi des moyens de recentrer, faire différemment, s'adresser un petit peu plus aux experts. C'est aussi à ça que ça sert. Et puis moi, j'espère surtout que là-dedans, vous avez bien retenu ce que c'est que l'accident d'exposition au sang, ce que vous avez à faire, et une attitude qui soit compatible comme un professionnel de santé, compétent dans la Covid-19, mais aussi dans les accidents d'exposition au sang, puisqu'on est là-dedans. Et c'est aussi bien finalement l'objet de ce genre de travail, c'est-à-dire de vous sensibiliser à quelque chose qui n'est pas forcément abordé comme tel et sur lequel on passe beaucoup de temps. À la fois, vous avez passé beaucoup de temps sur la première rédaction, là aussi sur cette seconde rédaction et à préparer. Et en tout cas, ça fait partie de choses qui vont alimenter aussi vos connaissances, même si c'est pas un cours fondamental comme vous pouvez les avoir. Ça participe là aussi à des choses que vous allez mémoriser parce que vous l'avez travaillé, entendu, vous avez eu des apports comme encore aujourd'hui. Et c'est bien ça tout l'intérêt de ce travail-là. Voilà. Hein, donc, c'est extrêmement intéressant tout ce qui vous a été dit avec des gens qui ont vraiment connaissance de cette pathologie-là. Après, on voit bien, en fonction de Madame Ndiaye, Monsieur Clément et moi, qui, voilà, je suis plutôt le passeur de plat, on va dire, mais en l'occurrence, finalement, il y a quand même toujours un espèce de point de vue qui va alimenter votre réflexion, et c'est tout ça l'essentiel en l'occurrence. Ok ? Bon, message de tout ça, travaillez bien votre accent vosgien, faites attention à l'AES, et puis voilà, hein, en tout cas, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose avant qu'on vous libère non, mais merci de nous avoir tous écoutés, tout simplement. Ah bah, Voilà. Des conseils. Voilà, aussi, les conseils, les remarques à prendre en compte. Madame Boyer, on vous garde encore un petit peu avec nous. Madame Ndiaye aussi. Pas très longtemps. Okay. Voilà. Et puis pour vous, eh bien, bonne fin de journée à vous. Profitez un petit peu du soleil, il est revenu. Voilà, voilà. Bonne fin de journée.